Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce soir. On va lancer le live. Oui, on est à la fois en présentiel et diffusé en même temps sur Internet. Donc on va lancer la diffusion sur Internet pour pouvoir démarrer notre conférence. Oui, il y a un écho. Oui, il y a un petit peu d'écho, mais je pense que ça va se régler. Merci. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette conférence qu'on voulait faire de façon un petit peu informelle, comme des retours d'expérience de dirigeants d'entreprises et d'acteurs économiques qui accompagnent les entreprises dans le domaine des RH et notamment dans le domaine du recrutement. On sait que toutes les entreprises aujourd'hui ont des gros problèmes de recrutement, quelle que soit leur localisation, leur secteur d'activité, leur taille. Moi, je suis surpris de voir, quand je suis dans la rue, aujourd'hui, de voir des voitures avec des affiches sur les voitures. Je recrute chaudronnier, recrute mécanicien. On voit ça sur des portes d'entreprise. C'est quand même quelque chose qui est devenu invraisemblable. Et donc, on voulait faire un retour d'expérience d'entreprises qui ont réussi malgré tout à recruter, soit en mettant en œuvre de nouvelles stratégies de recrutement, de nouveaux process, soit en ciblant de nouvelles populations de candidats auxquels on passe pas toujours et dans lesquelles on peut trouver les compétences dont les entreprises ont besoin. Alors pour témoigner pour cette conférence, à mes côtés, Amandine Milsan, qui est directrice du projet Linked Out, qui a été un projet mis en œuvre par une association qui s'appelle Entourage. Johanna Berthier, qui est la DRH du groupe Visiative. Frédéric Toubeau, qui est directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi. Gaëtan Defresne, directeur général de Randstad France. Et normalement, Émilie Le Goff, PDG de Troops. Mais je ne sais pas si elle est arrivée. Elle va venir. Elle n'est pas arrivée, donc elle va nous rejoindre dans un instant. Elle avait un TGV qui arrivait un peu tard sur Lyon. Et puis, je vais passer tout de suite la parole à François Moreau, qui est le secrétaire général du groupe Randstad France et président de RiseSmart France, qui est l'agence de RH du groupe. Vous vouliez nous dire un mot, nous accueillir et nous dire pourquoi cette conférence en quelques mots. Tout à fait. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir. Je salue toutes les personnes qui nous suivent ce soir en visio. On a initié il y a maintenant 3 mois un cycle de conférences en essayant de réunir des RH sur des sujets qui les intéressent, sachant qu'on se dit qu'on est pas mal placé, compte tenu de nos métiers, j'y reviendrai, pour avoir les bonnes pratiques et pouvoir éventuellement les partager et que ce soit pour vous source d'inspiration. Alors pourquoi on est finalement sur différents métiers? Vous nous connaissez souvent comme, entre guillemets, une boîte d'intérim. Randstad, c'est pas que une boîte d'intérim, c'est aussi une entreprise, un groupe qui intervient sur un champ très large de l'emploi et de l'emploi en France. On s'occupe aussi bien d'insertion, et on y reviendra sûrement dans le cadre des échanges, sur des publics en difficulté. On intervient bien évidemment sur le recrutement. On intervient sur les mobilités professionnelles avec RiseSmart et on intervient évidemment aussi sur la formation, alors soit seul, soit avec des partenaires qui sont là ce soir et que je salue, notamment l'IJS. Et donc ça nous donne cette qualité d'échange avec nos clients qui nous permettent d'être là ce soir avec certains de nos clients pour pouvoir échanger sur un certain nombre de bonnes pratiques. Je voudrais commencer, mon introduction sera relativement courte, mais sur un post que j'ai lu sur LinkedIn la semaine dernière et que j'ai trouvé intéressant, qui a été d'ailleurs repris par la rédaction de LinkedIn, alors pas de Linkout, mais de LinkedIn, et que je trouvais assez en phase avec notre thème de ce soir. Je ne veux pas évidemment vous lire l'intégralité du post, mais je vais vous en dire quelques mots. Depuis le fait que je l'ai lu et qu'il ait été sélectionné par LinkedIn, je crois qu'il y a eu plus de 5000 likes, donc c'est un post dont on a un peu parlé. Et puis ensuite, je dirais quelques mots sur la situation du marché en ayant une approche un peu macro. Donc cette personne qui s'appelle Hélène Lee, que je ne connais pas, nous écrit ceci. Les recruteurs ne sont pas des magiciens. Pourtant, on leur demande souvent de transformer le plomb en or. Dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, on m'a toujours demandé de chercher les mêmes profils. Le fameux Bac+5, grandes écoles de préférence, pas de débutants, pas de plus de 45 ans et plus, qui a fait la même chose chez un concurrent, qui connaît déjà tous les outils, qui ne compte pas ses heures, est sympa, passionné, motivé, orienté résultat,
et résolution de problèmes, curieux, ambitieux, mais pas trop. Tout ça pour le même salaire que son salaire actuel, sans télétravail possible, ou avec un jour imposé par semaine, avec aucun objectif, ou en tout cas avec aucun autre objectif que de contribuer à la croissance. En gros, tu dois trouver quelqu'un qui a entre 28 et 35 ans, qui fait exactement le même job ailleurs et prêt à changer pour le même salaire. Et on s'étonne que ce soit difficile de recruter. Voilà. Donc c'était le coup de gueule de la semaine dernière de cette dénommée Hélène Lee. Et pourquoi je vous parle de ce poste? Parce que je me dis que finalement, ça aurait pu être un recruteur de chez Randstad qui aurait pu l'écrire. Alors, à la fois, c'est un peu provocateur, bien sûr, et un peu caricatural, et je m'en excuse. Mais revenons quand même à notre sujet de ce soir en vous donnant quelques informations qui me semblent intéressantes de partager avec vous. Pour la plupart, d'ailleurs, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit d'abord une situation où, vous le savez, vous aviez du mal, il y a encore quelques mois, à recruter des cols blancs, mais pour les cols bleus, c'était plus facile. Aujourd'hui, quelles que soient les populations, col bleu, col blanc, c'est extrêmement difficile. Premier élément. Deuxième élément, on voit que les recruteurs ont du mal à trouver leur profil, quelle que soit la localisation géographique. Et donc, il n'y a pas de territoires qui sont plus ou moins préservés. On voit que quel que soit le territoire, c'est difficile de recruter. Et si on regarde un peu les raisons de ce marché, je vais en retenir trois. La première, elle est très conjoncturelle. C'est évidemment ce que nous subissons aujourd'hui avec l'inflation du coût de l'énergie qui rend les mobilités géographiques de plus en plus difficiles. Et malheureusement, il n'y a aucun élément à ce jour qui nous dise que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Deuxième élément, peut-être un élément plus psychologique. On est tous malheureusement passés par le Covid. Et on est passé par nos propres réflexions, mais aussi les réflexions des talents, des candidats qu'on essaie d'attirer, avec sûrement des jeunes, mais pas que, qui se posent des questions sur la notion de sens, mais au-delà du sens, qui est quand même un grand mot, sur finalement qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et surtout qu'est-ce qu'ils ont envie de ne pas faire. Avec notamment cette notion de pénibilité qui est revenue régulièrement dans un certain nombre de métiers. Je pense à l'hôtellerie et restauration, par exemple, ou je pense au BTP, qui étaient quand même les deux métiers sur lesquels il y avait des tensions extrêmement fortes avant le Covid. Et puis peut-être un troisième élément que vous connaissez, qui est un élément à la fois sur la formation. Beaucoup de candidats se disent finalement, par rapport au job qui leur est proposé, j'ai pas les diplômes ou j'ai pas la formation adéquate, sachant que à la fois chez Pôle emploi, à la fois dans des sociétés comme Randstad, à la fois dans des sociétés de formation ou dans vos entreprises, il y a des budgets de formation extrêmement importants. Donc, ils n'osent pas, finalement, quelque part, se lancer et se dire j'ai pas totalement les certifications ou les habilitations dont j'aurais besoin, mais je vais postuler quand même. Et puis, un sujet, moi, qui m'est cher, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, dans leur bassin d'emploi, ne connaissent pas les opportunités qui s'offrent à eux. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on rentre dans une période qui, à mon avis, va durer, sur laquelle ces pénuries de talents vont être un élément extrêmement important, puisque c'est un élément que vous vivez déjà, qui ralentit la croissance de nos entreprises. Et il nous semblait intéressant de se dire, on va essayer de sortir du cadre, non pas, et pour revenir à mon poste, qu'on soit des magiciens, mais c'est plutôt quelques petites initiatives qu'on va finalement adopter, et adopter peut-être parfois ensemble, pour essayer de trouver les fameux talents, les fameux candidats qu'on aimerait bien recruter. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, François. On va revenir effectivement sur tous ces points que vous avez évoqués en introduction. Bonjour, Émilie Le Goff. Merci d'avoir réussi à nous rejoindre. Vous êtes la PDG de Troops et la coprésidente de la French Tech One, Lyon-Saint-Etienne. Et puis, tout de suite, on va démarrer cette conférence, cette table ronde avec vous, Frédéric Toubeau. François a brossé rapidement quelques pistes. Est-ce que ce tableau qu'il a brossé rapidement, il correspond effectivement à la situation de la région et des différents bassins d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui? Alors déjà, bonjour à tous. Vous dire aujourd'hui que de toute façon, il n'y a pas de secteur qui est épargné par rapport aux problématiques de tension de recrutement. Je rencontre beaucoup de RH, beaucoup de chefs d'entreprise.
tous les secteurs aujourd'hui dans notre région sont touchés par cette problématique-là. Juste donner quelques points de repère au niveau de notre région. On a un taux de chômage au niveau de la région de 6,4%. 6,4% pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région importante, 12 départements. On a un département qui a le taux de chômage le plus bas de France quand même si c'est le Cantal, mais 3,9% de taux de chômage, mais pas très... Là, c'est le plein emploi. On parle souvent de plein emploi à partir de 5%. Mais pas très très loin d'ici. À Tarare, le bassin d'emploi de Tarare, c'est 4,9% de taux de chômage. Annecy, 4,9% de taux de chômage. Et 6,4, c'est un point de moins que la moyenne nationale aujourd'hui. Un point de moins que la moyenne nationale. On a perdu, et tant mieux, près de 19% de demandeurs d'emploi sur un an au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et moins 30% de jeunes de moins de 26 ans en un an sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout ça pour vous dire que par rapport au contexte et ce qui est dit, et j'adore ce poste, parce que c'est ce qu'on constate, on en parlera sur les profils, on voit bien qu'on est dans une dynamique très très forte. Et les entreprises, vous nous dites quoi? Parce qu'on interroge les entreprises sur leurs difficultés de recrutement. Entre 2016 et aujourd'hui, on est passé de 34% de difficultés de recrutement à 63% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'il y a 63% des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est des enquêtes qui sont faites tous les ans avec le CREDOC, qui nous disent avoir des difficultés de recrutement avec des volumes d'intention d'embauche de plus de 360 000 recrutements sur l'année 2022. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Elles ont de plus en plus de difficultés à recruter et en même temps, elles veulent de plus en plus recruter. Les volumes, pour un ordre d'idée, entre 2016, on était à un peu plus de 240 000 en 2016 et on est à 360 000 en 2022. Merci Frédéric, on va revenir plus en détail sur ces données, mais du coup, un retour d'expérience immédiat d'une entreprise. Johanna Berthier, vous êtes la DRH de Visiative. Alors, Visiative, c'est un groupe de plus d'1 millier de personnes dans le monde, dont 900 personnes en France. Vous êtes à la fois éditeur de logiciels et entreprise de conseil. Un chiffre d'affaires de 214 millions d'euros en 2021, en croissance de 13% l'année dernière. Et cette année, vous êtes déjà en croissance de 27% sur le premier trimestre. Donc ça veut dire que évidemment, vous avez besoin de compétences, de talents. Et de combien de personnes vous avez besoin et comment vous les recrutez? Eh bien, aujourd'hui, depuis début janvier, 200 postes ouverts, déjà 100 postes pourvus quand même. Donc on est satisfait de notre résultat. Plus de 42 postes en alternance aussi, puisqu'on veut aussi accompagner les jeunes, et sur tout type de profil, que ce soit des commerciaux, donc terrain ou sédentaires, des consultants, des chefs de projet, des techniciens support hotline, des développeurs aussi, des consultants en financement de l'innovation. Bref, on recherche tout type de profil. Et du coup, vous en avez recruté 100 sur les 200 dont vous avez besoin. Vous les avez recrutés facilement, ça a pris du temps, et concrètement, vous faites comment? Alors, c'est difficile, je pense que ça, tout le monde le partage. Comment on les a pourvus? Le retour à annonce, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est très faible. En préparant la réunion, on a fait nos calculs, donc à peine 9% de retour à annonce pour voir nos postes. Évidemment, la chasse sur les réseaux, c'est notre quotidien pour l'ensemble des équipes recrutement de Visiative. La chance qu'on a, c'est qu'avec l'ensemble des postes qu'on a à pourvoir, on pourvoit nos postes à hauteur de 20% en mobilité interne. Donc, c'est quand même un beau résultat, même si s'ils bougent, on va forcément les remplacer. Pour les remplacer. Et surtout, notre grosse force, c'est qu'on a quand même 20% de nos postes qui sont pourvus par la cooptation. Donc, ça veut dire que nos collaborateurs sont promoteurs de notre projet d'entreprise et donc ils attirent leur réseau à nous rejoindre. Il y a certaines entreprises qui intéressent, entre guillemets, les salariés en termes de cooptation. Quand quelqu'un arrive à recruter une personne, on lui donne une prime ou Oui, tout à fait. Voilà, nos collaborateurs perçoivent une prime à chaque fois qu'on embauche quelqu'un de leur réseau. Et alors, quand on a préparé la conférence, vous me disiez que vous avez des problèmes pour recruter, ça c'est une chose, mais vous avez aussi des problèmes pour retenir les compétences. Parce que la concurrence est telle aujourd'hui sur le marché, notamment sur des métiers comme les vôtres, qu'il faut garder vos talents.
Ah oui, c'est aussi notre deuxième enjeu qui est de retenir nos talents. Donc c'est là où on travaille sur la mobilité, leur donner des perspectives et leur donner un projet qui se développe. On accélère aussi sur la partie formation pour pouvoir les faire passer d'un métier A à un métier B, etc. Effectivement, la rétention de nos talents est aussi l'enjeu du moment, quoi. Alors, on va revenir sur tous ces points. Et Émilie Le Goff, vous avez une entreprise, on peut dire une start-up, une jeune pousse, que vous avez créée en 2016, qui emploie 65 personnes aujourd'hui, un peu dans le même secteur que Visiati. Vous êtes éditeur de logiciels également. Donc, vous avez évidemment, vous aussi, des besoins de compétences et des besoins de recrutement. Et vous avez une particularité, et on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, c'est que vous êtes à 100% en télétravail. Tout le monde était en télétravail chez vous. Exactement, ouais. Donc Troupe, c'est une boîte d'édition de logiciels à destination des groupes d'intérim pour les aider à se digitaliser, les groupes d'intérim historiques. Et aujourd'hui, on a décidé, suite au confinement, on faisait déjà 30% de télétravail avant le confinement et de passer à 100%, ce qui facilite en fait le recrutement puisque le terrain de jeu, il est plus local. À Lyon, en CDI, il est au moins européen, voire un peu plus loin. Donc, du coup, un peu plus de personnes. Et ça permet surtout de recruter des jeunes profils tech, évidemment, pour votre métier? Ouais, des bons surtout, plutôt que jeunes, peu importe en fait. Mais d'aller chercher des profils qui sont forcément plus compétents, encore une fois, quand le terrain de jeu est plus large en termes de concurrence. Et puis sur la plupart des profils tech aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, mais effectivement beaucoup les jeunes cherchent vraiment le télétravail, quoi. Ils veulent être tranquilles chez eux. C'est des profils qui sont assez sensibles à ça et donc ça facilite effectivement le recrutement. Ouais. Alors on fait un peu de teasing, on reviendra, vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous organisez ça. Gaëtan Defresne, vous êtes donc le directeur de Randstad en France. Vous rencontrez également des difficultés pour recruter des intérimaires, à la fois pour vous, mais évidemment plutôt pour vos clients. Comment vous faites face à ces difficultés et déjà, comment vous êtes organisé en France aujourd'hui, Randstad? En fait, je vais vous parler essentiellement de nos clients, même si on a des difficultés pour nos propres permanents. Hein. On ne va pas s'en cacher. Ça représente environ 1 million on parle de commandes, hein, en fait, et même un peu plus. Donc on met au travail 350 000 personnes chaque année à travers un réseau d'agences que vous connaissez. On a 450 agences, je dirais classiques, Randstad, spécialisées bien souvent pour la moitié sur des métiers. On a des agences in-house et on a des clients dans la salle où là, on a en plus un engagement de 100% de commandes servies. On a un petit 300 agences en France. Et puis le petit dernier chez nous, une partie à 100% digitale. Et on vient d'ailleurs d'acquérir Side, une plateforme qui va nous permettre de se développer. À côté de ça, des marques, j'ai mon collègue Jérôme Expectra hein, sur les profils à partir de Bac+2, et puis l'appel médical sur les profils médicaux comme son nom l'indique. Et puis en plus de tout ce volume, je dirais intérim, de plus en plus de recrutements CDD, CDI, on fait plus de 7000 recrutements par an. Et comme François l'a dit tout à l'heure, alors qu'il y a encore 2 ans, on avait des difficultés qui pouvaient être des difficultés sur des bassins d'emploi et sur certains métiers. Aujourd'hui, il n'y a plus une région, il n'y a plus une ville en France, il n'y a plus un métier pour lequel on peut se dire on va le trouver en 10 minutes, 15 minutes parce qu'on avait les bases de données. Ça n'existe plus du tout. Donc ça nous demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de créativité qu'auparavant, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On y reviendra. Donc, le constat est clair. D'un côté, il y a des entreprises qui ont beaucoup de mal à recruter, qui ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin. Et puis, de l'autre côté, il y a quelque part des compétences, des personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi, dont on ne sait pas toujours d'ailleurs qu'elles ont des compétences professionnelles qui pourraient être exploitables par les entreprises et qu'on a du mal que les entreprises ont du mal à solliciter simplement parce qu'elles les connaissent pas. Alors, Amandine Milsan, le projet Link Out, en clin d'œil à LinkedIn, évidemment, qui a été lancé par votre association Entourage, il est fait pour ça. Il est fait pour rapprocher les entreprises de ces populations éloignées de l'emploi. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Tout à fait. Donc, en fait, Linked Out, on se conçoit vraiment comme une passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde de la précarité. Concrètement, Linked Out, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas. Donc, on est le réseau des plus exclus et des plus éloignés de l'emploi. Ce réseau, il est né d'un constat. On a 2,7 millions de personnes qui sont très éloignées de l'emploi et qui ont beaucoup de difficultés à en retrouver un par manque de réseau. On a 3 piliers dans notre projet. Un premier pilier qui est un pilier tech. Donc, on a une plateforme qui s'appelle linkedout.fr sur lequel on a
environ 150 000 visites par an, et sur lequel on va inciter les citoyens, les collaborateurs d'entreprise à venir partager les CV de nos candidats sur les réseaux sociaux. Et donc là, clairement, on parle de viralisation de CV. L'objectif, c'est de rendre visibles ces invisibles. Donc ça, je coupe, ça veut dire que d'abord en amont, vous faites tout un travail d'accompagnement et de coaching de ces personnes pour qu'elles arrivent déjà à avoir un CV, j'imagine, c'est pas évident. Tout à fait. Donc effectivement, c'est nos deux autres piliers. Donc le deuxième, c'est un programme tremplin à destination des candidats qu'on accompagne. Donc on va s'appuyer en fait sur des coachs bénévoles qui vont consacrer 2 heures par semaine aux candidats qu'on accompagne pour les aider à faire le point sur leur projet professionnel, sur leur CV et du coup sur toute leur démarche de recherche d'emploi. Et on a le pendant aussi côté entreprise pour pouvoir accompagner dans le recrutement inclusif toutes les entreprises qui décident de se joindre à nous. Pourquoi ? Parce que recruter inclusif, c'est un challenge et donc il faut être aussi présent pour les entreprises qui veulent se lancer là-dedans. On va revenir sur ce point un peu plus tard parce qu'effectivement c'est très spécifique. Vous êtes présent à Lyon, vous êtes présent à Paris ? Tout à fait. Vous êtes présent dans d'autres villes en France ? On est présent à Lyon, on est présent à Paris, on est présent à Lille et on est bientôt présent également à Rennes. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet qui a été aidé par Randstad, qui est en quelque sorte un mécène pour l'association, parce que c'est grâce à Randstad et sans doute à d'autres entreprises que vous arrivez à financer ce programme. Tout à fait. Je remercie d'ailleurs Randstad et la Fondation Randstad, sans qui ce projet n'existerait pas, parce que c'est Randstad qui est la première entreprise à avoir cru en ce projet. Et Randstad est membre de notre comité de pilotage et donc nous conseille en fait sur toutes les phases importantes et stratégiques de notre projet. Alors on va revenir vers vous tout à l'heure parce que c'est intéressant de voir comment on peut solliciter des personnes aussi éloignées de l'emploi sur des postes qui sont ouverts aujourd'hui. Frédéric Toubeau, on voit bien que à partir de cet exemple de LinkedOut, mais à partir d'autres exemples, on voit bien que les entreprises aujourd'hui doivent revoir un peu leur logiciel de recrutement. Moi, je me posais une question quand on a échangé sur les chiffres, notamment ces très bons chiffres finalement de l'emploi dans la région. Je me disais, mais pourquoi les entreprises ne cherchent pas simplement à aller recruter des demandeurs d'emploi plus loin, dans des régions ou sur des bassins où les chiffres sont moins bons et où il doit y avoir des demandeurs d'emploi qui attendent qu'on les recrute? Alors, on parle beaucoup de mobilité par rapport aux demandeurs d'emploi. Alors, j'ai moi-même été assez mobile. Être mobile, c'est aussi un vrai projet à titre personnel. Et plus on vieillit, plus ça devient un vrai projet aussi familial. Et quand on interroge les demandeurs d'emploi, je vais vous donner quelques points de repère. Parce que la mobilité des demandeurs, ils nous disent quoi les demandeurs d'emploi? Globalement, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vais parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ne sont pas prêts à accepter un job à plus de 15 km pour 22% des demandeurs d'emploi. 33%, pas plus de 30 km. C'est-à-dire que vous êtes à 52% des demandeurs d'emploi. C'est des chiffres qui sont relativement importants, parce qu'on est sur du 130 000, 200 000. Premier chiffre, deuxième chiffre. Et donc, ce qui veut dire, c'est que vous avez un vivier de demandeurs d'emploi. Plus de 30 km, aujourd'hui, pour eux, ils ne se projettent pas sur ce sens-là, dans ce sens-là. Et puis, ayons aussi, parce que ça peut être aussi troublant, on imagine que les gens sont très mobiles, ont une voiture. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a aujourd'hui 79% des demandeurs d'emploi qui ont le permis de conduire. À l'inverse, vous voyez ceux qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, tous les efforts qu'il faut faire, et on travaille d'ailleurs avec des demandeurs d'emploi, pour y compris les aider dans le cadre de déplacement, de mobilité. J'ai pas plus tard que hier contractualisé avec Action Logement parce qu'il y a des outils qui existent. Mais encore faut-il convaincre. Il faut que les entreprises aussi adaptent des fois par rapport à ces mobilités. Et nous, on peut apporter aussi un soutien financier dans le cadre de ces mobilités. Mais ce n'est pas toujours facile d'aller chercher des demandeurs d'emploi sur des bassins d'emploi, on va dire, où il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi pour les ramener dans le Cantal, même si le Cantal est magnifique. Mais est-ce qu'un Lyonnais ira travailler à Aurillac? Sûrement. Mais il va falloir le convaincre. Mais donc, ce que vous dites, le message que vous passez aux entreprises, c'est quand même d'abord d'essayer de recruter sur son bassin d'emploi, ne serait-ce que pour fidéliser d'ailleurs ensuite les personnes. Alors, on a deux leviers. C'est de se dire, on regarde déjà sur le bassin d'emploi, bien évidemment, et puis on peut même aller jusqu'à l'international, je l'ai bien compris, mais si on veut
avoir un levier aussi en termes de fidélisation, c'est quand même plus simple quand on est sur le bassin d'emploi. Donc on recrute sur son bassin d'emploi. Et Gaëtan, on peut essayer de recruter, mais différemment, en adoptant de nouveaux process, de nouvelles méthodes, éventuellement, on le verra, en ciblant de nouveaux profils de candidats. Ouais, je vous parlerai des profils tout à l'heure, mais sur le comment, je vous avoue qu'il y a 1 an et demi, quand ça s'est tendu, on s'est dit, bon, on va tout essayer, quoi. Tout et n'importe quoi, on va oublier tous nos anciens préjugés. Moi, quand on me parlait de TikTok, je disais, ouais, bof. Et donc, on a ouvert nos chakras, et on a 2 grands canaux, finalement. On a le physique, et ça reste très important, et ce que je vais appeler physique, c'est rencontrer des partenaires, et on a notre premier partenaire avec nous aujourd'hui, avec le Pôle emploi, mais il y a plein d'autres, institutionnels ou non. Donc c'est créer des partenariats. Le physique, c'est aussi se déplacer. Le candidat va plus venir en agence comme dans le temps s'inscrire. Le candidat, il est prêt à faire des efforts, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis d'abord, c'est qu'est-ce que tu me proposes avant que je fasse des efforts. Donc on va se déplacer, et soit on va aller bêtement déposer des box pour que des candidats puissent y glisser un CV, ou alors un principe d'agence mobile, on va se déplacer en camion, en camionnette, bref, on va à la rencontre sur le terrain. Et puis après, il y a toute la partie digitale. Et là, les réseaux sociaux, vous connaissez, avec des résultats très intéressants avec Facebook, avec Instagram. Franchement, il y a 3 ans, ça ne représentait pas ce que ça représente aujourd'hui. Et puis, je parlais de TikTok, je prends un petit exemple, mais sur un bassin comme Metz, pour un gros client dans la logistique, on a pu recruter 4000 personnes en 1 mois, rien que via TikTok. Donc, on ouvre les chakras, et d'un autre côté, on fait en sorte qu'on partage les bonnes expériences. Donc on a créé des fiches d'expérimentation, et donc nos collègues se partagent aujourd'hui une 40aine de fiches. Au sein du groupe. Au sein du groupe. Et ce qui est particulier, c'est que c'est pas forcément parce que ça marche à Metz que ça va marcher à Marseille. Donc on peut pas non plus tirer forcément de conclusion, mais au moins, tiens, on a essayé ça quelque part, et on fait en sorte que tous les feedbacks qu'on reçoit en termes de résultats soient partagés également. Donc voilà, tout est ouvert, on découvre plein de choses, et ça rend aussi le job encore plus intéressant finalement. Est-ce que le sourcing digital, néanmoins, il s'adresse plutôt à une catégorie de candidats plutôt jeunes, plutôt diplômés, plutôt tech entre guillemets, ou aujourd'hui il touche tout type de candidats? On touche tout le monde. Par contre, si vous faites pas de digital, vous touchez pas les plus jeunes. C'est clair. Et on voit, je vous parlais de cette plateforme qu'on vient de racheter, ils font que du sourcing digital vraiment très très spécifique. Et eux arrivent à toucher un public que nous ne touchons pas en tant que Randstad. Donc pour le coup, pour les très très jeunes et plus jeunes, il faut du digital à 100%. Et quand vous parliez d'agence mobile, entre guillemets, vous allez carrément sur le terrain avec un camion pour essayer de rencontrer les demandeurs d'emploi. Ça marche, ça? Les gens viennent? En fait, on se rend compte qu'il faut du digital, mais il faut une empreinte locale également. Donc le camion est un sujet, mais ça peut être aussi louer un petit bureau, ouvrir un corner, un point de présence sur lequel on va être 1 jour, 2 jours par semaine. Mais il faut vraiment ce mélange d'ancrage local et de digital. On a vraiment besoin des 2. Et d'ailleurs, on voit que des acteurs qui étaient à 100% digitaux dans le passé, maintenant se sont mis aussi à avoir des points de présence. Tout le monde revient sur ce double système à double entrée. Johanna, c'est des process que vous utilisez, vous, pour recruter à la fois les réseaux sociaux, on l'a dit, mais le digital, éventuellement aller à la rencontre des candidats en vous déplaçant, c'est des choses que vous faites? Oui, mais dans des choses un peu plus classiques et plutôt sur des salons, des job dating, c'est sûr que la rencontre physique reste importante aussi. Ça, je partage qu'il faut les 2 choses. Par contre, vous disiez que les annonces, aujourd'hui, les annonces classiques qu'on pouvait passer sur des sites ou dans la presse, ça fonctionne plus très bien aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu la tension du marché, on doit aller chercher les talents, et aujourd'hui, ils viennent peu à nous, clairement. Et Émilie Le Goff, alors vous, j'imagine que les réseaux sociaux, vous les utilisez beaucoup pour recruter les profils dont vous avez besoin? Moi, j'utilise beaucoup la cooptation quand même. Après, on n'est pas hyper nombreux, hein, mais sur les recrutements qu'on fait, la cooptation, déjà, ils sont un peu partout en Europe, comme je disais. Hein, j'ai des collaborateurs qui sont en Allemagne, j'en ai en Ukraine, à Tel Aviv, Barcelone, enfin, ils sont un peu partout. Donc, avec une obligation, vous m'avez dit, ils sont donc en télétravail, 100%. Obligation, c'est de travailler aux horaires français. Exactement. De parler anglais, on parle anglais dans la boîte, c'est quand même une langue commune. De parler anglais et de travailler dans les horaires français, ouais. Parce que j'ai des collaborateurs qui vont partir parfois 1 semaine au Mexique en télétravail, mais ils sont obligés de se lever à 2h du mat pour faire les horaires français quand même, quoi. C'est la seule contrainte. Ça va. Et alors, tout le monde est en télétravail. Néanmoins, vous avez des points de rencontre physiques
régulier avec vos collaborateurs. Et puis vous avez des locaux aussi quand même. Ouais, en fait, on a appris un peu en marchant, parce que le télétravail, c'était quand même pas si répandu. Et puis, j'ai pas beaucoup d'exemples, donc on l'a mis en place vraiment depuis 2 ans et demi maintenant. Et en fait, on s'est rendu compte quand on était 100% télétravail que rapidement, on a eu quand même pas des conflits internes qui sont nés beaucoup plus que quand on était en physique, parce qu'il y a justement pas la pause café, ça désamorce pas. On ne dit pas pendant sur Slack ou enfin sur les outils de réseau interne qu'on a dans l'entreprise, on va pas dire bonjour, comment ça va et raconter pendant un quart d'heure son week-end, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc au bout d'un moment, quand on rentre direct dans le vif du sujet et parfois de manière tendue, quand on a des tensions comme tout le monde dans les boîtes, c'était un peu compliqué. Donc on a mis en place plein de systèmes pour désamorcer ça. Maintenant, ça marche super bien. Donc on a des systèmes de communication, notamment un outil qui s'appelle Around, qui sont des chambres digitales où on peut se connecter. Donc on est dans le bureau, donc j'ai toujours ma caméra et mon micro branchés. N'importe qui peut rentrer s'il souhaite rentrer. On a des chambres spécialisés pour le business. Donc les sales peuvent aller dans la même chambre comme s'ils étaient dans un open space. Pareil pour l'équipe marketing. Donc ils peuvent travailler comme ça déjà côte à côte s'ils le souhaitent. Ils peuvent se déconnecter ou ils peuvent se mettre sur cet outil-là. On a des cafés, des visio-cafés comme on faisait pendant le confinement 2 fois par semaine. Et surtout, on se rend compte maintenant physiquement, on fait ce qu'on appelle des on-site. Donc ils viennent, ils peuvent venir, donc ça c'est pas obligatoire, mais s'ils veulent, on a effectivement un petit peu de locaux sur Lyon, ils peuvent venir n'importe où, on prend en charge les billets pendant quelques jours sur Lyon pour rencontrer, ou ils se donnent rendez-vous en général. Ils bossent côte à côte, mais ils bossent, là c'est pas un séminaire quoi, ils bossent, mais ils peuvent déjeuner ensemble, dîner ensemble sur une période et se mettre d'accord. Et on a aussi 2 gros séminaires par an où là on peut faire n'importe quoi et vraiment faire connaissance. Où là, vous prenez les gens, quoi. vous emmenez vos collaborateurs tous dans un endroit, enfin, et pas en distanciel. Là, c'est obligatoire. Ouais, là, c'est obligatoire. C'est plutôt, voilà, on a fait le Cap Ferret, là, on part encore la semaine prochaine. On a fait à Cannes, on a fait un super truc à Cannes pendant le festival de Cannes l'année dernière. Enfin, on fait des trucs plutôt sympas parce que du coup, l'événement, enfin, tout ce qu'on passe pas en budget bureau, pour le coup, on peut le passer dans d'autres budgets et ça fédère vraiment, quoi. Donc, mais c'est hyper nécessaire. Parce que moi, il y a des collaborateurs, parfois, je les ai pas vus pendant 6 mois. Donc, enfin, je les ai pas vus physiquement. Donc, c'est bien de les voir en visio, mais parfois, on s'imagine pas qu'en fait, ils font 1m90 ou enfin des choses toutes bêtes, mais ça se voit pas en fait. Donc là, tout d'un coup, de les voir physiquement, ça permet vraiment de souder l'équipe, quoi. Et dans votre métier, si vous n'avez pas ça aujourd'hui, les jeunes diplômés dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas les embaucher. Alors, c'est vraiment la condition sine qua non aujourd'hui, c'est pour être recruté sur ces profils tech, c'est le télétravail. Ils viennent, ils postulent parce que je suis en télétravail et ils viennent pour ça. Donc après, avec des exigences, parce que les profils sont tellement tendus, on a eu des exigences de plus en plus délirantes, puisqu'on a eu des demandes, effectivement télétravail, mais livraison illimitée à domicile du déjeuner, mais illimitée. Si jamais il invitait des potes le soir, je sais pas, donc il avait des demandes comme ça. Ou comme il bougeait pas, on nous a demandé aussi des coachs à domicile, coach sportif le soir à domicile, parce que du coup, comme il bouge pas, il fallait qu'il bouge. Quoi. Donc après, on a mis un peu des stops et je fais partie aussi de pas mal de réseaux tech et on s'est mis d'accord entre entrepreneurs pour dire bon, ce genre de demande. Ouais. Personne ne les donne parce il faut que mettre des limites. Déjà, les salaires sont élevés, mais il y a des exigences qui sont très fortes et aussi sur le typologie d'emploi, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent plus de CDI temps plein moi ça m'est arrivé voir que j'ai eu l'impression d'insulter la personne en me proposant un CDI temps plein quoi. Il m'est revenu, je pense qu'on s'est pas compris, je veux pas être sous un chef, je viens là pour faire une mission, si c'est pour me diriger on va pas s'entendre. Mais ça veut dire que le turnover il est très important. Ouais. Les gens restent très peu de temps chez vous ou... Alors si, il reste toujours 2-3 ans, la moyenne c'est 2-3 ans, mais il faut savoir que c'est sur cette période-là. Moi je les retiens pas après, j'ai pas envie de les garder 10 ans non plus, je trouve que ça fait du bien d'avoir de la main d'œuvre un peu fraîche. Ils ont appris, il y a des collaborateurs qui ont appris d'autres compétences dans d'autres startups ou scale-up et qui viennent chez moi et inversement, et je trouve que c'est bien quand ça tourne, moi. 2-3 ans, moi ça me va. Donc je lutte pas contre ça, quoi. Frédéric, alors, Troops, c'est effectivement peut-être un peu particulier, j'allais dire, comme société, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour bien recruter, il faut que les entreprises se remettent profondément en question dans leur organisation. Non, je pense qu'il y a... Alors là, c'est un peu l'exception, hein, mais... c'est sûr qu'un boucher... Il y a certains postes, on ne peut pas le faire en télétravail. Le télétravail 100%, ça ne marche pas pour tous les métiers. Ouais, mais je vais en prendre un parce que c'est un secteur dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. J'étais avec un chef... ce matin et on échangeait aussi sur ces problématiques de recrutement. Dans l'hôtellerie, café-restaurant, on entend les difficultés de recrutement. Et cette structure-là, bien évidemment, il y a eu des efforts qui ont été faits autour des salaires. Mais il y a surtout le point, je pense, le plus important, c'est l'organisation du travail. Et donc, ces structures-là sont complètement en train de se réorganiser. C'est-à-dire les coupures entre le midi, le soir, le fait de... Bah oui, parce que les premières questions qui sont posées, mais j'aurai combien de week-ends
Est-ce que j'ai un week-end déjà pour ma famille et pour moi? Est-ce que j'aurai même un ou deux soirs? Aujourd'hui, c'est les premières questions qui sont posées dans ces secteurs d'activité. Et donc, les entreprises, si elles veulent de la main-d'œuvre, il faut qu'elles se réorganisent différemment. Donc, des restaurants se réorganisent en équipe, sinon ils sont obligés de fermer. Donc, et on ne pourra pas, les uns et les autres, pouvoir, et Dieu sait si c'est important à Lyon, la gastronomie, pouvoir profiter de ce secteur d'activité. Mais dans le bâtiment, par exemple, j'étais avec une entreprise lyonnaise de l'électricité qui aujourd'hui, quand elle présente son entreprise, elle annonce tout de suite, c'est 4 jours et demi de travail chez moi. C'est-à-dire, vous terminez à midi. C'est un plus que le salaire. Bien évidemment, le salaire est important, mais dans l'organisation du travail, c'est un point important. Autre point, famille monoparentale, le fait des entreprises qui s'organisent individuellement avec des salariés par rapport à l'alternance des modes de garde. Une semaine, j'ai les enfants, une semaine, j'ai pas les enfants. Je fais plus d'heures cette semaine-là, j'en fais moins, de manière à pouvoir aussi capter, parce qu'une fois qu'on les a, il faut les fidéliser aussi, ces demandeurs d'emploi-là. Donc on voit bien qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se rebooster. C'est vrai que nos modèles, on n'a pas évolué, on parle d'informatique, on n'a pas évolué de version en termes de logiciel, on a changé de logiciel, là. Et dans un espace-temps très très court. Donc il faut qu'on teste tout en termes de mode de recrutement. Pour voir comment ça marche. On a évacué un peu vite la dimension rémunération. Aujourd'hui, on sait bien que c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans les entreprises, hein, avec l'inflation, etc. Émilie, chez vous, c'est quelque chose d'important. Vous m'avez dit, avec tous les leviers, le télétravail et tout ça, quelque chose qui est fort, c'est que vous les payez beaucoup. Moi, je paye très cher. Je paye tout le monde super cher, mais après, c'est aussi un des inconvénients du télétravail, parce que je sais que je peux pas prendre des débutants, c'est super dur de former à distance. Et donc, si j'embauche quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des compétences qu'il n'y a pas dans ma boîte. Donc, forcément, c'est des profils un peu plus élevés. Et je trouve ça finalement plus rentable de payer très cher avec des compétences qui arrivent directement de dispo et effectives et qui peuvent apporter aussi dans l'entreprise. Mais ouais, ça fait partie du jeu. J'ai pas peur de ça. Enfin, je veux dire, encore une fois, on paye quelqu'un cher s'il rapporte plus que ce qu'on paye. Mais ça, c'est pas toujours faisable. Johanna, chez vous, vous êtes confronté à la même chose, j'imagine. Oui. Mais c'est difficile. On peut pas augmenter les salaires des personnes qu'on recrute et pas les salaires des personnes qui sont déjà en poste. Comment on fait? Oui, c'est ça. C'est qu'on est toujours obligé de respecter un certain équilibre. Et si effectivement, il faut qu'on attire des talents, il faut aussi retenir ceux qu'on a. Donc, effectivement, on regarde les données du marché pour être cohérent, parce qu'on ne peut pas, en tout cas, être en dessous du marché. Donc, on regarde ça de près, mais on doit assurer un équilibre avec nos talents qui sont déjà là. Alors, Gaëtan, Frédéric Toubeau disait on est à un moment charnière, hein, en quelque sorte. On assiste quasiment à une révolution au sein des entreprises en matière de RH. Vous dites qu'effectivement, dans le choix même des personnes qu'on va recruter, il faut faire complètement autrement. Par exemple, il faut plus s'intéresser au CV. Alors, comment on fait pour recruter quelqu'un sans regarder son CV? Alors, quand je dis qu'il faut plus s'intéresser au CV, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure d'étudier, d'analyser le bassin dans lequel je me trouve. Finalement, je suis en concurrence avec d'autres entreprises qui cherchent les mêmes profils que moi. Donc, je vais essayer de me rendre attractif. Et là, je peux jouer sur l'organisation du travail, je peux jouer sur le package salarial, mais on a quand même des objectifs de rentabilité tous les uns et les autres. Et à côté de ça, qu'est-ce qui va me rendre attractif? Donc ça, c'est la première chose, et comment je vais pouvoir communiquer et être en concurrence en termes d'attractivité par rapport à mes concurrents. Et puis après, on est aussi sur des bassins où il n'y a plus. C'est-à-dire que de façon générale, soit je ne vais plus trouver, soit il n'y a plus. Et là, je parlais de changer les chakras tout à l'heure. Là aussi, il faut que je recrute différemment. Et donc, on a de plus en plus tendance à aller chercher des comportements, des personnalités. Et pour ça, il faut oublier le CV. Et par contre, il faut accepter de former. Donc je vous donne juste un chiffre. Rien que pour nos clients chez Randstad, l'année dernière, on a investi un peu plus de 50 millions d'euros dans la formation. Mais on ne peut pas le faire seul. On doit le faire avec nos clients. Et ça demande non seulement de former, mais d'accompagner aussi durant les premiers jours, durant les premières semaines, en fonction du temps de montée en productivité des jobs dont on se parle. Mais de plus en plus, on en reparlera tout à l'heure avec quelques exemples très pratiques, notamment dans des partenariats avec le Pôle emploi. J'oublie la façon dont je travaillais avant, j'oublie le CV, je vais chercher du comportement, je vais chercher de la personnalité et je forme. Et ça veut dire qu'il faut que vous
vous convainquiez vos clients de procéder de cette façon. Il faut être pédagogue, il faut comment faire. Alors on a la chance d'avoir un superbe outil, je vais faire un peu de pub interne, mais en gros basé autour du big data, c'est-à-dire qu'on a pour un groupe comme le nôtre, on a l'ensemble des informations liées au bassin d'emploi, donc ça nous permet aussi de relativiser, de concrétiser la situation dans laquelle on se parle, en termes d'offres, en termes de package salarial, en termes il y a autant de demandeurs d'emploi, il y a autant d'annonces sur le bassin d'emploi, donc c'est plus facile aussi pour expliquer à nos clients, il faut changer quelque chose parce qu'on ne va pas trouver. Vous parliez formation, Johanna, en interne, vous formez beaucoup les personnes que vous recrutez, c'est-à-dire que vous avez tendance à prendre des profils qui ne sont pas forcément tout de suite opérationnels aujourd'hui ? Oui, parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'on est obligé de faire différemment et donc on ne peut pas toujours trouver toutes les compétences. Et effectivement, on travaille sur des programmes de formation pour pouvoir apporter les compétences aux collaborateurs qu'ils n'ont pas quand ils arrivent, effectivement. Ça, c'est un levier important pour vous, Amandine, d'avoir des entreprises qui acceptent de prendre des gens qui ne sont pas peut-être immédiatement opérationnels, qu'elles vont former par rapport au public dont vous vous occupez aujourd'hui. Tout à fait, effectivement, on a des publics qui sont pour la plupart très éloignés de l'emploi, donc très diversifiés. On va avoir des mères célibataires, on va avoir des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, on va avoir des personnes avec des parcours de migration. Et donc, en fait, c'est très intéressant de pouvoir questionner la transférabilité des compétences et, dans certains cas, du coup, mettre en place des plans de formation qui sont adaptés à la montée en compétences et en performance de la personne. Et alors, vous disiez que ces personnes, généralement, sont très motivées, très fidèles à l'entreprise dans laquelle elles vont être embauchées. Mais en revanche, il y a tout un travail à faire, là aussi, de pédagogie vis-à-vis des entreprises pour leur apprendre d'abord elles peuvent recruter ces personnes et comment les recruter, et ensuite comment faire pour que ces personnes s'intègrent bien dans l'entreprise. Tout à fait. Effectivement, les personnes qu'on accompagne sont parfois très éloignées de l'emploi. Donc, les entreprises peuvent ne pas savoir comment les accompagner, ne pas savoir comment aller les chercher. Donc, nous, on va justement aller sourcer en physique ou aussi en digital. On source également sur Instagram, sur Facebook pour aller chercher ces invisibles et pouvoir du coup créer la passerelle avec l'entreprise. Et en fait, on va accompagner l'entreprise dans tout le processus de recrutement. Donc, depuis l'entretien d'embauche jusqu'à l'intégration en entreprise. Donc, l'entretien d'embauche, ça va être effectivement de reposer le cadre de ce que c'est qu'un entretien avec un candidat qui, pour certains, n'ont pas vécu d'entretien de recrutement depuis des années. Donc, c'est important de pouvoir redonner les codes de l'entretien et de l'entreprise. On va accompagner l'entreprise aussi à questionner la transférabilité des compétences pendant l'entretien et se dégager un peu du CV. On va accompagner également l'entreprise, une fois que le candidat est embauché, à coacher les managers pour justement intégrer cette différence au sein de l'organisation. Sensibiliser aussi les collaborateurs à ce que c'est que le recrutement inclusif. Et donc, petit à petit, en fait, poser les jalons pour faire en sorte que ça se passe bien. Et alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que l'entreprise, d'un côté, elle va trouver les compétences dont elle a besoin, et en même temps, ça peut faire partie de sa stratégie RSE. C'est-à-dire que ça améliore quelque part sa marque employeur. Tout à fait. Quand une entreprise veut s'engager socialement, il y a plein de manières de faire. Je vais partir du moins engageant au plus engageant. Les formats les plus légers, ça va être de proposer, par exemple, au sein d'une entreprise, aux collaborateurs de s'engager bénévolement pour une association. C'est un super bon format qui est assez léger. Un deuxième levier qui peut être un peu plus engageant, ça va être le mécénat, où effectivement l'entreprise va souhaiter s'investir financièrement dans le soutien d'une association. Pour moi, le niveau le plus engageant, c'est le recrutement inclusif pour une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle va amener la différence au sein même de son organisation. Et ça, c'est hyper impactant. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai plein de DRH qui viennent me voir en me disant, en fait, on souhaite, dans notre culture, développer ce que c'est que la résilience, ce que c'est que l'accueil de la différence. Et en fait, ça reste hyper théorique. On a du mal, en fait, à l'ancrer concrètement dans la culture de l'entreprise. En fait, quand vous allez intégrer une personne très différente,
qui a vécu un parcours de migration, qui sort de l'aide sociale à l'enfance, vous montrez concrètement à vos collaborateurs ce que c'est qu'accueillir la différence au sein de l'entreprise. Et tout d'un coup, en fait, la résilience, le droit à l'erreur, à l'échec, ça veut dire quelque chose. Et du coup, ça dit quelque chose des valeurs qui sont portées par l'entreprise, et ça peut servir à recruter d'autres personnes, notamment des jeunes diplômés qui recherchent cette quête de sens aujourd'hui. Tout à fait, ça résonne complètement avec la quête de sens que peut avoir d'autres types de profils, et du coup, ça vient nourrir la culture en interne, mais aussi le rayonnement en externe de l'entreprise. Alors, Frédéric, quand une entreprise veut recruter des personnes comme ça, aussi éloignées de l'emploi, mais ça peut être des personnes simplement qui n'ont pas exactement les compétences qu'on souhaiterait qu'elles aient, ou parce qu'on a d'abord regardé leur savoir-être, leur savoir communiquer, etc. Est-ce que Pôle emploi peut aider les entreprises pour faire des sas avant le recrutement? Comment vous faites? Non, déjà, la partie compétences et monter en compétences des demandeurs d'emploi, c'est le vrai levier pour que ça puisse matcher par rapport aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Je le redis, ça a été dit par Ronstadt tout à l'heure, il y a eu le plan d'investissement dans les compétences au niveau national. Des moyens conséquents ont été mis sur la table pour former les demandeurs d'emploi, et aujourd'hui on les utilise. On a formé des milliers de demandeurs d'emploi au niveau de la région, mais là je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise, aux RH. On est en capacité de pouvoir les former. Maintenant, c'est de pouvoir les attirer, c'est le sourcing, parce que pour qu'ils soient embauchés, il faut qu'ils soient formés, et pour qu'ils soient formés, il faut qu'on leur donne envie d'aller se former. Et du coup, je dis aux entreprises que je rencontre, mais ouvrez vos portes. Il y a des outils qui existent en termes d'immersion dans l'entreprise aujourd'hui. Les demandeurs d'emploi peuvent aller passer jusqu'à 1 mois dans une entreprise pour découvrir un secteur d'activité. Hein. Ça existe. Alors, il y a des sigles un peu barbares. C'est des périodes de mise en situation professionnelle, mais peu importe. S'il y a des RH, cette personne ne rentre pas dans vos effectifs. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a un coup de cœur par rapport à un métier, qu'il y a un coup de cœur par rapport à un secteur d'activité. Ça, c'est le premier point. Et donc, on aura les moyens de les former. Et puis après, on a des outils en termes d'adaptation au poste de travail, parce que toutes les entreprises, même secteur d'activité, il y a des particularités. On fait, dans le cadre de CDD, des aides à la formation préalable au recrutement, des préparations opérationnelles en emploi. Et il existe beaucoup d'outils. Ce sont des formations inférieures à 400 heures. Et alors, donc on a ces possibilités de faire de l'insertion dans l'entreprise, d'ouvrir les portes de l'entreprise à des personnes qui connaissent pas forcément le métier en question. Mais il y a aussi une façon de recruter qui est des façons de recruter qui sont complètement différentes aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, ouais, de la façon de trouver les candidats. Mais pour recruter, on peut avoir des choses complètement différentes aujourd'hui. Alors là, j'ai envie de dire, le shaker a très très bien fonctionné là depuis 2 ans, et on est sur on avait des outils. Hein. Il y avait des outils qui sont fortement utilisés à Pôle emploi, parce qu'on parlait de recrutement sans CV. On en fait depuis plus de 10 ans. Ça s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Hein. On ne juge que par l'habilité de quelqu'un à exercer tel ou tel métier. Alors on a des petites boîtes qui utilisent la méthode. Si je vous dis que Michelin recrute avec la méthode de recrutement par simulation, Airbus, AXA, enfin voilà, Hermès. Donc j'allais dire, si ces entreprises nous font confiance, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont été recrutées et qui recrutent sans CV. C'est-à-dire que ça fait abstraction de l'âge, ça fait abstraction de là où on habite, ça fait abstraction du diplôme. On recrute sur des gestes professionnels. Ça, c'est le premier message. J'ai envie de dire, on l'utilise, et on va l'utiliser de plus en plus, mais c'est presque ancien, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Les outils qui fonctionnent bien en ce moment, et que moi je pousse, c'est le sport. On fait des opérations. D'ailleurs, Ronstadt va s'associer aussi avec nous dans ces démarches-là. Ça s'appelle du stade vers l'emploi. C'est parti du nord de la France, qui, en termes de situation économique, est un peu différent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, c'est simple. C'est de mettre des recruteurs, des demandeurs d'emploi sur un stade. On travaille avec la fédération de l'athlétisme. Alors, c'est pas des épreuves difficiles. C'est vraiment pour dire d'être en équipe, d'être ensemble. Personne ne sait qui est demandeur d'emploi et qui est recruteur. C'est la règle pendant une bonne partie de la journée. Tout le monde déjeune ensemble. Il y a des conseillers de Pôle emploi qui sont présents. Et dès que le déjeuner est terminé, ils se découvrent, l'un demandeur d'emploi,
l'autre recruteur, alors qu'ils étaient peut-être dans la même équipe, mais ils se sont découverts différemment, avec des demandeurs d'emploi qui peuvent être gênés. Oh, ah oui, c'est vous. Ah bah jamais je me serais permis. Mais par contre, ça démontre autre chose en termes de relations. Ce que je veux vous dire aussi, c'est l'utilisation des Facebook Live qui sont utilisés pour découvrir l'entreprise, pour découvrir un établissement. On gamifie les recrutements. Escape Game, dans l'industrie, avec l'UMM, on travaille sur des escape games pour faire des exercices. Et là, même chose, on met une équipe, on met des demandeurs d'emploi et on met un recruteur et ils jouent. Mais ils jouent avec l'idée aussi de voir le comportement des demandeurs d'emploi et on les juge différemment que par rapport à un CV. Et aujourd'hui, il faut de toute façon parler d'inclusion. Il faut que les entreprises, de toute façon, on parlait de chakra tout à l'heure, ouvrent aussi leur chakra parce que le fameux dans le poste, le bac plus 5 qui va accepter de se déplacer, de quitter son entreprise au même salaire et qui doit être dans une tranche d'âge entre 25 et 35 ans, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, il faut aller chercher des profils. On a de beaux profils, des personnes qui sont là et qui ont envie de bosser aussi. Maintenant, il faut aussi leur donner l'envie. Alors, Gaëtan, des Facebook Live dans les entreprises, des opérations comme le Stade vers l'emploi, vous en faites et vous arrivez à convaincre vos clients qu'il faut passer par ces dispositifs pour recruter ? Ouais, mais ils jouent avec nous, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Je reviendrai sur le Stade vers l'emploi. En fait, on est dans la continuité. On a démarré il y a 2 ans et demi, je crois maintenant, un partenariat avec un caviste, VNB pour pas le citer, sur une notion tout à fait similaire. On ne sait pas qui est le demandeur d'emploi, on ne sait pas qui est l'entreprise. On se rencontre autour de table, on discute, on boit un coup, et simplement, on a essayé d'identifier avec les entreprises quel type de personnalité, quel type de comportement était recherché. Et de la même façon, avec les demandeurs d'emploi, qu'est-ce qui me ferait plaisir comme job, mais simplement à travers des traits de personnalité et des comportements. Et donc, c'est la seule façon d'orienter un peu avec des stickers de couleurs les uns vers les autres. Et puis après, on les laisse se présenter, discuter. On fait ça, on en a déjà fait quelques dizaines. À chaque fois, on a minimum une centaine de personnes. Et à chaque fois, on sort avec 25-30 mises à l'emploi. Donc, ce sont des taux qui sont très importants par rapport à ce qu'on peut connaître avec des annonces ou autre chose. Et donc, quand notre partenaire nous a proposé du Stade vers l'emploi, alors déjà on est très sport, on a orienté depuis 1 an et demi énormément de budget marketing dans le sport pour aller chercher justement des talents, pour toucher un maximum de talents. Comme vous le savez, on est recruteur officiel des Jeux Olympiques, donc on s'est dit bingo, évidemment, on va rentrer dans ce jeu-là aussi parce que c'est exactement le même principe. Et donc il va y avoir plus de 200 événements un peu partout en France où nos équipes avec d'autres clients et avec les équipes du Pôle emploi vont participer à ces événements et avec succès, j'en suis certain. Mais est-ce que c'est une première phase de mise en contact et ensuite on retombe dans un process de recrutement habituel avec des entretiens, etc. Ou est-ce que dès cette phase-là, on est déjà en phase de recrutement des candidats ? En fait, on est déjà en phase de recrutement parce qu'on n'a pas le temps. Parce que si on se donne rendez-vous dans 1 semaine ou dans 15 jours non, il sera plus là. Hein, donc on est déjà vraiment en phase de recrutement et quand on se revoit pour formaliser, parce qu'il faudra bien une phase de formalisation. Évidemment, on va reprendre un peu le temps de discuter, mais c'est déjà très engageant. Mais alors, vous disiez, Frédéric, le recrutement par simulation, par exemple, ça marche bien dans des grands groupes, mais j'imagine que pour convaincre des dirigeants de PME qui sont quand même un peu éloignés de tout ça, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que dans vos clients, qui ne sont pas des grands groupes, mais plutôt des PME traditionnelles, on arrive à les convaincre de recruter de cette façon ? C'est plus facile. C'est plus facile avec les petites ou moyennes entreprises. Il y a plus de souplesse dans les process RH, il y a moins de gens à convaincre. Donc c'est plus facile. En tout cas, c'est ce qu'on observe à notre niveau. Et puis, si je peux me permettre de rajouter, j'arrive d'Annonay, j'étais à Annonay dans l'agence de Pôle emploi d'Annonay, et ils me disent, mais là, au mois de juin, ils font du stade vers l'emploi, mais avec le club de rugby d'Annonay. C'est-à-dire qu'ils associent aussi le sport, c'est-à-dire autour de fédérer autour du sport, exactement sur le même principe, où là, il va y avoir des joueurs, les entreprises aussi qui sont dans le club et qui ont des besoins de recrutement. Et on prend, j'ai envie de dire, le socle du sport et du rugby qui attire pour pouvoir organiser après des job dating ensemble. Et Émilie, c'est des dispositifs que vous pourriez ou que vous utilisez aujourd'hui pour recruter les compétences dont vous avez besoin ? On peut le mettre en place, mais encore une fois, moi, j'ai pas les mêmes volumes, quoi. Moi, je trouve ça juste génial parce qu'effectivement, le recrutement, quand même, depuis 30 ans, c'était un peu
c'était un peu pénible. C'était toujours la même chose, quoi. Soit on passait des annonces sur le papier, soit on passait des annonces sur le digital, mais finalement, puis là, je pense qu'on quand même tout le monde s'amuse, quoi. On boit des coups, on fait du sport. Enfin, franchement, c'est cool que ça change comme ça. Donc, ouais, non, je suis effectivement, je le vois. Forcément, je le fais moins parce que moi, je recrute beaucoup moins de personnes, mais je trouve ça absolument génial, quoi. J'adore d'entendre ça, quoi. Déborah, pour les 100 personnes qui vous restent à trouver cette année, c'est quelque chose que vous pourriez faire? Mais oui. Johanna, pardon, Oui. Déborah. Johanna, pardon. Du stade vers l'emploi, c'est un dispositif qui vous intéresse? Mais pourquoi pas? On en parlera. Alors, on a vu que tout ça rebat complètement les cartes du recrutement, du choix des candidats, de la formation. C'est un vrai changement culturel, c'est une vraie révolution pour les dirigeants d'entreprise. Si vous aviez les unes et les autres un conseil à donner aujourd'hui à un DRH ou un dirigeant d'entreprise qui cherche à recruter, qui a du mal à trouver les compétences dont il a besoin, quel conseil vous lui donneriez aujourd'hui, Émilie? Bah justement, tout est possible, hein. Tente tout. Non, je pense que vraiment, aujourd'hui, on peut recruter justement dans des soirées réseau comme ça. Enfin, à tout moment, en fait, il faut être à l'affût du recrutement et puis surtout de pas avoir de délai. Moi, je pense que c'est super important. Alors, dans l'intérim, évidemment, c'est un peu compliqué parce que le délai, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Mais d'une manière générale, dans une entreprise où on a moins de délai, de se dire, bah, j'ouvre tous ces postes-là et finalement, quand je les vois ou quand j'ai vraiment le bon, je le recrute. Ou parfois, j'ai un super bon profil. Et j'avais pas forcément ouvert un poste, mais il pourrait bien convenir, donc je vais le prendre. Et je pense que ça se passe mieux que quand on est vraiment dans la tension, hein, devant recruter des postes comme ça. Donc, de se faire plaisir, de tout tenter et puis d'être patient, quoi. Et anticiper les besoins. Ouais, je pense qu'il faut anticiper les besoins. Et puis parfois, on n'a pas pensé à un recrutement et ce profil, en fait, va bien placer. Et puis, ou même dans l'intérim, on peut très bien aller proposer à une entreprise. Elle n'a pas forcément pensé, mais je pense qu'il faut prendre les compétences là où elles sont. Et quand elles sont disponibles, c'est quand même plus facile que d'aller chercher de manière un peu tendue au dernier moment, quoi. Frédéric, un conseil à donner à une entreprise? Il faut oser, hein. Je pense qu'il faut oser prendre des risques, parce que dans le recrutement, vous le savez, on ne gagne pas à 100%. Hein. On fait tous des erreurs. Moi-même, j'ai fait des erreurs dans des recrutements. Mais en tout cas, il faut oser. Il faut oser par rapport à des profils où on se dit voilà, ça correspond pas tout à fait, mais je crois en la personne et je vais lui donner sa chance. Et donner sa chance, c'est aussi ouvrir ses portes. Et donc, qu'on soit petite ou grande entreprise, ouvrez vos portes pour accueillir aussi des jeunes et des moins jeunes, pour qu'ils découvrent un métier et ils découvrent aussi une équipe, parce que ça aussi, c'est important, l'équipe aujourd'hui, pour travailler. Johanna, un conseil à donner à une entreprise qui veut recruter aujourd'hui et qui a du mal à trouver les compétences dont elle a besoin? Bah, ça, c'est notre quotidien avec nos managers, de leur expliquer que oui, il faut sortir du poste qu'on a évoqué ce matin, tout à l'heure en début de réunion. Effectivement, oui, sortir du cadre. Sortir du cadre. Amandine, un conseil à donner à une entreprise? Je vais faire un plus soi de tout ce qui a été dit avant. Je dirais se laisser surprendre par la différence. Gaëtan, un conseil? Ouais, je reviens un peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Finalement, c'est j'accepte le changement de paradigme. Aujourd'hui, c'est le talent qui a le pouvoir. Et c'est comme ça, il faut d'abord accepter. On est là-dedans, et François disait tout à l'heure, ça va durer un moment. On est parti pour un cycle long. J'en suis où, hein, ma situation concurrentielle par rapport à qui je recherche sur mon bassin d'emploi, qu'est-ce que j'offre. Une fois que j'ai analysé ça, qu'est-ce que je peux adapter? On ne peut pas toujours tout adapter, mais qu'est-ce que je peux adapter pour justement recruter des profils peut-être différents? Et puis après, Émilie disait tout à l'heure, c'est je me vends. Je me vends, tout est bon. Tout est bon pour me vendre, pour mettre en avant mon entreprise et tout ce que je peux offrir dans mon entreprise, parce que c'est pas qu'un package salarial, hein, on le voit de plus en plus dans toutes les études. On recherche un équilibre vie pro, vie privée. On recherche une trajectoire. Pas forcément pour le très long terme. Et Émilie disait tout à l'heure, moi, s'ils partent au bout de 3 ans, oui, mais ils vont partir différemment. Eux seront plus les mêmes, et puis moi, ils m'ont rapporté quelque chose. Mais pendant cet 1 an et demi, ces 2 ans, ces 3 ans, qu'est-ce que je peux offrir comme trajectoire, comme développement personnel? Et on le sait aussi, de plus en plus, les notions de valeur, de sens du travail. Donc, on n'a pas tous les mêmes avantages, mais on a des belles histoires à raconter. Il faut oser les vendre, et les vendre par tous les moyens, et tout le temps. Et tout le temps, parce que ça devient, pour toutes et tous, notre priorité. Si on n'a pas la main-d'œuvre, on ne pourra plus produire. Et ça devient une vraie question. Est-ce que je peux continuer à produire? J'étais avec le patron du département de l'Ain la semaine dernière. Il s'inquiétait véritablement.
Comment garder les gens sur son territoire? Comment garder les entreprises sur son territoire si je ne peux pas recruter? Donc ça devient énormément stratégique et parfois le plus stratégique des points aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir autant de monde ce soir. Ça montre bien l'intérêt de la question. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour ces témoignages. Alors maintenant, on va vous passer la parole. J'imagine que vous avez des questions à poser à nos différents intervenants. Vous levez la main et moi, je me déplace, je vous passe le micro si vous voulez poser votre question. Première question, c'est toujours la plus difficile. On a parlé beaucoup ce soir d'innovation, d'oser. On n'a pas le choix de toute façon. Hein, c'est quand même en vous écoutant, je me dis on est dos au mur et c'est souvent dans ces situations. Alors parfois on aime bien anticiper, mais la vie nous propose une autre trajectoire. Donc on est face à ce mur avec des vrais enjeux de croissance, hein, de croissance du pays France, mais de croissance de nos entreprises. On a quand même des réservoirs, et vous en avez un peu parlé tout à l'heure, la représentante de Linkout, sur des populations qui sont vraiment éloignées de l'emploi. Je pense aux NEETs, hein, les jeunes qui sont ni en formation ni en emploi. 1,5 million, je crois, vous me confirmerez les chiffres, 1 million. Et puis on a une autre population dont on ne parle pas suffisamment, c'est les seniors. Quand on regarde le taux d'emploi des seniors à partir de 60 ans, ça fait froid dans le dos. On passe de... Allez, 60, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais 62% de la population entre 55 et 60 ans en taux d'emploi, et à partir de 60 ans, on tombe à 29%. Donc il y a aussi peut-être, par rapport à toutes les innovations dont on a parlé, ou l'audace, ou les expériences, et c'était très intéressant, hein, du Stade vers l'emploi avec Philippe Lamblin, c'est que c'est ouvert à tous les âges. C'est pas parce qu'on va faire un peu de sport, parce qu'en effet, hein, c'est un tout petit peu de sport, c'est finalement un prétexte. Mais on voit des personnes, notamment, je me souviens d'une vidéo, on voit une femme qui a 60 ans et qui joue le jeu et qui retrouve un job d'ailleurs à l'issue de... Donc je voulais... ma question, c'était de se dire, par rapport à ces populations un peu particulières, quelles seraient les actions à privilégier et quels seraient éventuellement, là aussi, les retours d'expérience? Frédéric peut-être et Johanna, si vous avez des exemples. Dans les viviers, il y a plusieurs viviers. Je pense que dans des réservoirs, on a bien sûr les seniors. Même si, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur un an, on a une diminution du nombre de demandeurs d'emploi seniors, chose qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. Ça, c'est le premier point. Donner sa chance aussi, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on a à peu près sur la région 48% des demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus d'1 an. Et c'est vrai que quand on est recruteur, quand on est chef d'entreprise, ça effraie. Ça effraie. Malheureusement, je vais parler. C'est comme si on avait une gestion de stock. Hein. On préfère avoir le produit qui est là le mois dernier a sorti en régulier. Et envisager un recrutement avec quelqu'un qui est là et qui est inscrit à Pôle emploi depuis plus d'1 an, il peut y avoir plein de raisons. La personne peut avoir des multiples raisons. Et quand je disais doser tout à l'heure, parce que si on ne se donne pas cette possibilité-là, on se prive déjà de 50% du vivier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on travaille beaucoup, nous, avec les Cap Emploi, aujourd'hui, avec les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les TH, donner sa chance aussi à ces publics-là, qui peuvent être aussi, j'ai envie de dire, dans une dynamique forte. Il y a des besoins. On parlait d'inclusion, et ça aussi dans des équipes. Alors, je ne veux pas donner de leçons, mais aujourd'hui, à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, moi, j'ai 9,6% de salariés handicapés. Et c'est une richesse dans des équipes d'avoir des personnes qui, handicapées, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, il faut savoir aussi prendre du temps, parce que ça aussi, aller chercher des profils un peu différents, il faut se dire qu'on va peut-être mettre un peu plus de temps pour les intégrer, mais par contre, c'est un investissement sur l'avenir. Et puis, un dernier point, en termes de stigmatisation, il faut aller vers aussi, on parlait des NEETs tout à l'heure, dans les quartiers prioritaires, sur des publics aussi, aller chercher ces publics-là. Il y a souvent des images qui sont renvoyées, et qui peuvent être aussi de la caricature, mais nous, on travaille avec nos quartiers ont du talent.
Moi, je suis moi-même parrain de quelqu'un avec nos quartiers ont du talent parce qu'il y a des personnes qui sont diplômées, mais parce qu'elles vivent dans un quartier en particulier. Là, sur le CV classique, ça peut être un frein aussi. Et c'est à nous de donner ces chances-là aussi à ces publics-là. Voilà ce que je voulais répondre par rapport aux différents profils. Et Émilie, Johanna, recruter un senior ou une personne handicapée, c'est des choses que vous faites, que vous pouvez envisager? Moi, tant qu'ils ont les compétences, aucun problème, quoi. Et pour le coup, c'est un avantage du télétravail, parce que pour les personnes handicapées, elles sont déjà complètement équipées en général chez elles, donc elles sont complètement confort et si jamais il y a besoin des adaptations, parce que c'est pas le cas de toutes les personnes handicapées, mais en tout cas, s'il y en a besoin, elles l'ont déjà chez elles. Donc moi, j'ai aucun problème. Moi, je cherche que des compétences et des bons, et il y en a effectivement, voilà, que ce soit senior ou qu'il soit travailleur handicapé, ça ne pose absolument aucun problème. Ouais. Johanna, c'est la même chose chez vous? Oui, ça fait plusieurs années qu'on est très engagé dans l'inclusion de personnes en situation de handicap. Donc, au-delà du recrutement, on travaille surtout maintenant avec notre référente handicap sur la formation de nos managers. Dès qu'on recrute quelqu'un en situation de handicap, son manager est formé à son handicap. Là, on a passé l'ensemble de nos managers sur une formation assez globale sur ce sujet-là, puisqu'il faut réussir l'intégration derrière. Il ne suffit pas seulement de trouver la bonne personne, mais que tous les tabous soient levés et que ça soit plus un sujet, en fait. Et sur les seniors, vous pouvez imaginer de recruter Oui, je rejoins Émilie. À partir du moment où il y a la compétence, il n'y a pas de sujet. Une autre question? Madame? Puisque François a parlé des seniors, je vais parler des jeunes et notamment de l'apprentissage. Vous en avez parlé, c'est une voie maintenant qui mène à l'emploi. Et d'ailleurs, c'est un détour en fait pour recruter aujourd'hui les jeunes en apprentissage. Est-ce que, vous l'avez dit, 42 personnes, je crois, sur les 100 en apprentissage. Est-ce que c'est une vraie tendance que vous confortez sur le territoire, j'en suis sûre. Mais du coup, aujourd'hui, on voit, et je voudrais savoir si vous le partagez, on voit que les jeunes ont les mêmes comportements que les candidats. C'est que même les jeunes en apprentissage aujourd'hui sont difficiles, ont le choix, choisissent leurs entreprises, prennent le temps, voir si c'est le même, si on a la même tendance et si vous la confortez vous aussi. Je confirme tout ce que vous venez de dire. Oui, effectivement, aujourd'hui, on vient de retravailler notre proposition de valeur sur notre expérience collaborateur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au-delà du poste et de la rémunération, alors même si c'est normé pour la partie alternance, on sait qu'on doit être différenciant, mettre en avant notre stratégie RSE, leur donner du sens, et ça fait partie de leur vrai choix quand ils ont plusieurs entreprises qui leur proposent une alternance, clairement. Une autre question, monsieur? Oui, pour rester sur le sujet de l'alternance, une fois que des alternants sont formés, en tout cas j'ai été confronté au sujet, à la fin de leur alternance, là où se pose la question de rejoindre l'entreprise à travers un CDI, j'ai un certain nombre d'échecs parce que les alternants, non pas qu'ils ne se sentent pas bien dans l'entreprise, on fait tout pour ça, mais en revanche ils veulent vivre autre chose, partir à l'étranger. J'en ai beaucoup qui font ça. Et pour le coup, ça a été 3 ans d'investissement pour l'entreprise. Je parle d'alternance d'école d'ingénieurs, par exemple. Et au terme de leur alternance, j'en avais 3 récemment. Les 3 partent à l'étranger pour vivre autre chose. Voyage, expérience professionnelle, que sais-je. Et voilà, pour moi, c'est un vrai échec. Comment faire pour retenir les apprentis qu'on a formés? On les met en télétravail. Dans notre métier, c'est pas possible. Ou alors on soigne le départ pour lui dire que lorsqu'il revient, la porte sera ouverte. Oui, certes, c'est une possibilité, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a un taux d'échec important aussi. Je suis rassuré de voir que je ne suis pas seul à être confronté à ce type de difficultés. Et pour terminer, puisque j'ai aussi un sujet, je travaille dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, vous parliez d'une entreprise d'électricité. Moi, c'est une entreprise de gros œuvres. Et alors là, on a une difficulté majeure à recruter pas des ingénieurs. On a beaucoup plus de facilité aujourd'hui. Ça paraît complètement fou. En tout cas, ça aurait paru fou il y a 30 ans. De recruter des ingénieurs aujourd'hui, c'est aucune difficulté, quelque part. Encore que, je viens de parler des alternants. Mais recruter en revanche des ouvriers, alors là, c'est...
Mais parce qu'on ne trouve difficile, pas les compétences ou parce que... Parce qu'ils n'existent pas. Parce que personne ne veut rejoindre... Parce que d'abord, il n'y a plus d'écoles qui les forment. Et que, je parle des ouvriers, hein, CAP, bâtiment, maçonnerie, BEP, etc., BP, Bac Pro et autres. Très peu d'élèves sont formés, très peu d'élèves vont vers ces filières-là. Et peu de gens viennent dans nos entreprises pour exercer ces métiers. Donc on a une pénurie, mais extraordinaire. Vraiment. Alors, je ne l'ai pas dit, mais au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur qui a le plus de difficultés de recrutement sur la région, c'est le bâtiment. On est à 73% d'entreprises du bâtiment qui nous disent avoir des difficultés de recrutement aujourd'hui. Donc là aussi, hein, la vraie problématique, c'est le sourcing. C'est parce que toutes les entreprises sont prêtes à investir en termes de formation. Il y a des organismes qui se sont restructurés pour pouvoir former, mais encore faut-il donner envie à des jeunes et des moins jeunes d'aller dans ce secteur d'activité. Et ça, on peut le faire, mais on le fait avec les entreprises. Parce qu'il y a aussi des avantages. Je parlais de réorganisation du travail. Le bâtiment a fait énormément de choses. La féminisation aussi, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a moins de 20% des métiers qui aujourd'hui sont mixtes. C'est quoi un métier mixte? C'est-à-dire que pour un métier donné, on a 40-60 ou 60-40, hommes-femmes. Dites-vous qu'on a aujourd'hui moins de 20% des métiers qui sont mixtes. Donc sur des secteurs d'activité, on a aussi, alors dans le numérique, on en parle beaucoup, la féminisation autour du numérique, dans le bâtiment, là aussi, mais dans d'autres secteurs d'attirer des hommes, hein, dans le service, c'est aussi compliqué. Dans les services à la personne, on dit c'est des femmes, non, il y a des hommes aussi qui peuvent s'engager dans les services à la personne. Donc on a des pistes aussi à voir. Et puis, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et ça c'est un constat, et ce matin, avec les chefs d'entreprise avec qui j'étais, les RH, ça a été quelque chose, parce qu'on avait une focale sur les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, une bonne partie, mais ils évoluent, hein, mais le CDI, c'est plus le Graal. Alors moi, je vais parler comme un ancien, un vieux, un senior. C'est vrai qu'on avait le CDI, on se disait, si on nous proposait un CDI, là, c'était vraiment, ça devait pétiller dans nos yeux. Aujourd'hui, le jeune, on lui dit un CDI. Lui, ce qu'il imagine, le CDI, c'est ça. J'ai pas envie d'être obligatoirement lié à vous pour très longtemps, parce que j'ai envie de faire autre chose. Donc, il faut lui donner du sens et cette notion de mission par rapport à un certain nombre d'emplois, ça peut être aussi des opportunités. Après, ça se régule, hein, parce que quand on va voir le banquier, c'est quand même mieux d'avoir un CDI. Hein. Monsieur, vous vouliez reprendre la parole? Oui, moi, je vais rebondir parce qu'il faut quand même, on se parle de féminisation, on se parle de seniors, il y a quand même des métiers dans lesquels il y a de la pénibilité. Et je pense à vous dans votre secteur d'activité. Donc, il y a plein de bonnes idées qui sont juste pas faisables. C'est le secteur dans lequel on a le plus de difficultés de servir nos clients. Aujourd'hui, franchement, on baisse la tête, on fait vraiment pas les malins. On essaie de réfléchir ensemble, mais c'est extrêmement compliqué. Maintenant, je pense qu'il y a les entreprises, il y a le gouvernement, et puis il y a les entreprises ensemble. Quand on voit nos amis, je prends l'exemple des Canadiens, ce dont on souffre aujourd'hui, ils souffraient déjà de ça il y a 12, 15 ans. Donc moi je me rappellerai toujours d'entreprises qui étaient prêtes à payer $3 000 juste pour quelqu'un qui venait le premier jour. Et nous on disait, mais enfin, c'est complètement fou. Aujourd'hui, il y a des grosses entreprises en France qui paient 2500 € parce que vous acceptez de travailler pour elles. Donc il y a cette notion, nous on n'a pas été préparés à ça. Et donc il y a tout le monde de la formation. Il y a toute l'image de secteur. On va se parler d'industrie. On a beaucoup d'industriels dans la salle. L'image de l'industrie, il y a énormément de choses qui ont démarré il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, où on voit les entreprises, les confédérations se réunir, mettre des budgets pour transformer l'image de l'industrie. L'industrie a complètement changé. L'industrie est devenue beaucoup plus propre qu'auparavant, avec des métiers qui sont un peu plus nobles, moins pénibles. Donc il faut que ça se sache. Il faut communiquer sur les parents. Il faut communiquer sur les jeunes, mais sur les parents également. Et je pense que le secteur du bâtiment est en train de réagir, que les confédérations sont en train de se dire il faut qu'on fasse quelque chose aussi. Ok, qu'est-ce qu'on peut adapter? Mais on ne peut pas adapter grand-chose quand même. Mais par contre, comment on peut valoriser l'image? Et c'est aussi nouveau en France. Je vais prendre un autre exemple. Hein, vous prenez les Allemands. Les Allemands, ils réagissent en Länder. Et donc, au niveau d'une région, ils investissent. Et tous ensemble, sur un secteur d'activité, ils vont générer des budgets pour pouvoir
ensemble être plus forts. Et là, nous, on est confrontés, on s'est pris ça dans la tronche, là, il y a 1 an et demi, 2 ans, et on est un peu tous en train de se regarder, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et tant que ça soit sur les pouvoirs publics, qu'au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement et toutes les réflexions qui sont en train de se passer, bah, on est secoué et on va prendre un petit temps, évidemment, parce qu'il y a une certaine inertie, mais c'est tous ensemble. Et évidemment, au plus on le fera au niveau d'un bassin local, au plus on sera costaud, mais en rassemblant des moyens. Monsieur, vous dire réagir. C'est ma dernière intervention, rassurez-vous. Non, c'est pour rebondir sur 2 propos qui ont été tenus. D'abord, on est contraint et on est confronté à des prix de marché. Et augmenter les salaires, si on est contraint à le faire parce que mourir par l'absence de salariés, ouais, c'est pas acceptable. Après, augmenter les salaires pour avoir des salariés, pour les attirer en considérant que c'est un élément clé, oui, mais il y a un prix de marché aujourd'hui. J'entends pas, quand je parle de prix de marché, c'est pas des prix de salaire, c'est un prix du marché de nos produits vendus. Et on peut pas augmenter les coûts, notamment salariaux, qui sont une part extrêmement importante dans le bâtiment, en tout cas dans le gros œuvre en particulier, parce qu'on n'est plus dans les prix du marché. Et les prix restent extrêmement tendus aujourd'hui sur ce secteur-là. Deuxième remarque, vous parliez, c'était intéressant, monsieur, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure est vrai à tel point qu'aujourd'hui, les intérimaires que nous avons préfèrent largement rester intérimaires qu'être employés en CDI. Parce que intérimaires, ils ont plus de liberté, ils choisissent leurs vacances, ils choisissent l'entreprise dans laquelle ils vont. De toute façon, on est dans le plein emploi, donc ils n'ont aucun problème. Et puis, ils ont en plus la précarité, ils gagnent plus d'argent, ils ont plus de liberté. Je sais pas, qui dans la salle, qui préfère pas plus d'argent et plus de liberté dans un emploi qu'importe le CDI. Le CDI n'a aucune importance, c'est clair, aujourd'hui. On le rencontre, on a depuis quelques années un statut de CDI intérimaire. Et c'est une vraie difficulté de transformer le statut d'intérimaire en CDI intérimaire. Moi, très honnêtement, aujourd'hui, on a 10% de notre population. On a grosso modo 7000 CDI intérimaires. Je voudrais en avoir 15%. On doit sortir les rames. Parce qu'en effet, le niveau de salaire dû à la prime de flexibilité, et 2, la liberté. Mais on en parlait tout à l'heure, des jeunes qui... On est un certain nombre à être parents dans la salle et on voit bien ce que ça veut dire, partir à l'étranger, quitter l'apprentissage. On a pas mal d'histoires à se raconter. Et après, on est confronté à des inspections du travail qui ne comprennent pas pourquoi on a des intérimaires depuis 18 mois dans nos Ah. Est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle qui peut nous aider sur ce sujet? Madame. Oui, merci. Moi, je travaille dans un OPCO. Beaucoup ne doivent pas savoir ce que c'est qu'un OPCO. On abrite 54 branches professionnelles et on finance 25% des contrats d'apprentissage de tous ceux qui sont conclus en France. Donc on a une petite expérience de la difficulté de recrutement, y compris pour l'apprentissage. Cependant, les branches avec lesquelles nous travaillons, ça va du boulanger, charcutier, boucher, jusqu'au médecin, dentiste, huissier, commissaire-priseur, puisqu'on a les professions libérales, le service et l'ensemble des entreprises de proximité. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je pense qu'il y a un travail, puisque moi j'accompagne les branches en particulier, je pense qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau de la branche professionnelle. Parce que c'était un peu le sens de votre propos, monsieur, quand vous disiez les entreprises doivent se mettre ensemble. Mais qui mieux que la branche professionnelle est susceptible de regrouper les entreprises? Donc certains le font très bien. Le bâtiment, les travaux publics l'ont fait il y a quelques années. C'est aussi comme ça qu'ils ont attiré beaucoup de femmes. Parce qu'ils ont démystifié l'image des travaux publics. La métallurgie l'a fait, faut le reconnaître. Il y a encore beaucoup de travail dans beaucoup de branches professionnelles, qu'elles soient très féminisées ou très masculinisées. Surtout dans vos métiers, madame de l'informatique. Moi, je suis pas Atlas, donc, mais je vois bien ce à quoi vous êtes confrontés. Ce que je voulais faire comme réflexion supplémentaire, et puis je m'en arrêterai là, c'est quand même, nous, quand on voit les jeunes, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de forums, on est vraiment partout avec la région, avec le pôle emploi, etc., pour informer les jeunes, pour faire passer les offres d'emploi des entreprises qui adhèrent chez nous. Il y a quand même une grande ignorance sur le contenu des emplois. Parce qu'on parle de métier. Donc, tiens, moi, je vais faire, je sais pas quoi, boucher. Ok, c'est bien, boucher ou cuisinier, parce que j'ai vu Top Chef à la télé.
Mais c'est quoi vraiment le contenu de l'emploi? Et on voit là qu'il y a une immense ignorance. On ne sait pas. Moi, j'ai une fille qui est ingénieure dans les travaux publics. Elle me dit, quand je recrute en intérim, souvent, ses ouvriers sur son chantier, elle me dit, mais certains ne se rendent pas compte de ce qu'ils font comme boulot. C'est pas ce qu'ils imaginent. Les métiers, ils ont évolué, le contenu des emplois a beaucoup changé. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour les recruteurs, pour les entreprises et pour les branches professionnelles. Merci, madame. D'autres questions ou d'autres remarques? Oui, moi j'ai une question. On est sur un marché ouvert, hyper concurrentiel, et finalement, moi je vois très peu d'employeurs qui passent le pas de la semaine de 4 jours. Vous en parliez tout à l'heure des 4 jours et demi sur le BTP. Moi j'entendais l'autre jour l'interview d'un patron d'un hôtel qui, n'arrivant pas à recruter, était passé à une semaine de 4 jours et avait fait le plein de tous ces saisonniers sans grande difficulté. Vous constatez que c'est quelque chose qui évolue ou pas du tout? C'est encore petit. Hein. Donc j'ai cité parce que c'est quelqu'un autour du bâtiment hein, qui le fait parce que aujourd'hui le métier d'électricien c'est un métier en tension. Le métier le plus pour vous tous, hein, le métier le plus en tension au niveau national et au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le métier de charpentier. Impossible de trouver un charpentier aujourd'hui, 89% de taux de difficulté de recrutement. Donc c'est vrai que cette adaptation, il y a des réflexions qui sont en cours. Toutes les entreprises ne sont pas dans une dynamique à aller jusque-là aujourd'hui. Il y a plus cette notion de 4 jours et demi et du vendredi après-midi qui est en train de se mettre en place, dans ce que je vois moi, mais ça reste, c'est pas significatif. Après, il y a vraiment des modèles d'organisation qui sont en train d'évoluer. Et la notion de télétravail, aujourd'hui, ça surprend les entreprises, mais il ne faut pas qu'elles soient surprises. De toute façon, c'est la première question qui est posée par quelqu'un dans un entretien de recrutement. Est-ce que vous faites le télétravail? Ah, voilà. et donc, c'est vraiment un des points sur lesquels tout le monde doit travailler. Après, on verra comment va évoluer aussi, parce que les uns et les autres, les entreprises découvrent aussi la mise en place du télétravail. On en a parlé, la notion d'équipe et tout ce qui va avec. D'autres questions, monsieur? Est-ce que la mise en place du télétravail ne va-t-elle pas générer une fracture entre des entreprises de production où il y a la nécessité d'être sur le lieu de travail, je pense aux sociétés industrielles notamment, mais aussi dans le BTP, versus d'autres entreprises où effectivement avec le développement des moyens de communication, on peut être n'importe où dans le monde quelque part pour travailler. Est-ce que c'est pas là une situation qui va finalement avoir une grande influence sur l'orientation de la croissance de certains pays ou de certains secteurs d'activité? Je pense que c'est évident, et on est parti pour un mouvement là qui va plus s'arrêter, et c'est évident que dans le choix même d'études ou d'orientation d'un certain nombre de jeunes, ça va être pris en compte. Le côté pénibilité, le côté physique. Je vais pas jouer à mon tour au plus âgé que je ne suis, mais on a observé des jeunes qui ont passé beaucoup de temps sur des PC, sur des jeux vidéo, et qui ont moins travaillé leur physique. Et quand on voit l'évolution même de la façon dont nos corps sont charpentés, la capacité qu'on peut avoir à faire des jobs physiques diminue au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc logiquement, je suis plus habitué et plus préparé à aller faire du télétravail que de faire un travail physique. Et là va se poser la question de quelle façon on va ouvrir nos frontières et essayer d'aller attirer, comme on l'a fait il y a des dizaines d'années, de façon massive, d'autres personnes qui vont venir travailler d'autres pays. Et là, je suis sur un sujet éminemment politique, mais je pense personnellement qu'on n'aura pas d'autre choix. Pour un certain nombre de métiers, on va devoir, à un moment ou l'autre, ouvrir de façon beaucoup plus massive que ce qu'on fait aujourd'hui nos frontières pour aller chercher du monde.
Monsieur ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet complémentaire aussi de relocalisation? Parce qu'on parle de métiers physiques, on parle de métiers de production, mais on voit aussi un flux depuis 2-3 ans ça a commencé par les États-Unis, tout le monde s'est offusqué de ce que faisait Trump en obligeant les entreprises à réinvestir aux États-Unis. Et puis finalement, on se rend compte 4-5 ans après que l'Europe veut réinternaliser la chimie, la pharma, la logistique et tout ça. Donc en fait, est-ce qu'en plus de cette pénibilité-là, on ne va pas amplifier ça par de la relocalisation de production? Donc du coup, d'autres métiers sur lesquels on ne sera pas à même d'avoir les compétences et du coup, on va amplifier ces flux nécessaires? Je te réponds et je laisserai la parole, mais en fait, quand on regarde les secteurs, finalement, donc il y a les fameux secteurs stratégiques, hein, qui politiquement, on a décidé de ramener en France, parce qu'après, on parle beaucoup de relocalisation, mais on fait beaucoup de bruit autour de pas grand-chose. Hein. Et après, quand on relocalise dans des outils nouveaux, avec des métiers nouveaux, avec des usines qui sont aujourd'hui extrêmement digitales, et où, en termes d'équipement, on arrive finalement à vachement alléger la pénibilité. Donc c'est pas du tout les usines d'avant. On sera toujours pas en télétravail. Mais on sera pas en télétravail, en effet. Mais par contre, ça sera plus propre. Je suis en équipe. Tout le monde n'est pas, enfin vous le savez tous bien, hein, tout le monde n'est pas prêt non plus à télétravailler. C'est quand même un autre monde. Et on en parlait tout à l'heure, on est content de se retrouver au café. Émilie nous disait, je fais des événements pour qu'ils se retrouvent, parce qu'évidemment, on a tous besoin d'avoir des collègues, de se retrouver. Donc tout le monde n'est pas prêt au télétravail non plus. On le voit bien chez nous, chez Randstad, on a été obligé, comme vous tous, à un moment de passer tout le monde en télétravail, parce que c'était le Covid, il fallait servir les commandes. Mais dès qu'on a rouvert les agences, tout le monde est revenu. Et on a fait un vote pour voir quelles étaient les attentes. Et la grande majorité des collègues nous disent, moi je veux bien un jour par semaine, mais pas plus. Hein. Pour le reste, je suis bien avec les copains. Allez-y. Elon Musk. Ouais. Ça a fait sourire beaucoup de monde ce matin. Ce garçon est juste incroyable. Hein. Il a des idées incroyables. C'est un entrepreneur incroyable. Et là, qui balance ça ce matin, en effet, ça perturbe un peu. Ouais. Frédéric, vous vouliez ajouter un mot? Oui, peut-être deux réflexions par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur cette notion de télétravail. On peut le dire aussi en interne. Hein. Je vais parler juste en interne par rapport à Pôle emploi. On parlait d'agences, il y a une centaine d'agences de Pôle emploi. Bien évidemment, il faut être là physiquement. Et quand on regarde en interne, le conflit entre les fonctions support qui, elles, peuvent faire beaucoup plus de télétravail. Et on a un accord de télétravail, bien évidemment. C'est plus simple de faire du télétravail quand on est sur des fonctions dites support que quand on est dans des fonctions de service où on doit être présent et avoir une relation humaine, que ce soit dans une agence Randstad ou que ce soit dans une agence de Pôle emploi. Et puis, vous dire aussi, on est une région très industrielle. Moi, je fais partie de l'Université des métiers du nucléaire au niveau national. On a des annonces qui ont été faites par le président de la République il y a peu de temps sur le secteur de l'industrie. On est la première région nucléaire de France, Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on a des perspectives de recrutement. Ça fait rêver, mais on ne gère pas au mois, on ne gère pas à l'année, on gère dizaines d'années. Hein. Donc là, parce qu'une centrale, c'est 40 ans. Donc c'est 40 ans entre la construction et on en a annoncé 6 et il y en aura 14. Donc autant vous dire que les industriels qui sont présents dans cette salle, la région Auvergne-Rhône-Alpes était une région forte au niveau nucléaire, au niveau de l'industrie. Il y aura du bâtiment, besoin de bâtiments aussi à un moment donné. Donc on a intérêt tous de retrousser nos manches parce qu'il va falloir trouver de la main-d'œuvre par rapport à ce secteur d'activité qui va être un secteur phare pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une dernière question peut-être? Plus de questions? Bah écoutez, il me reste à vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Merci beaucoup. Et puis je vous invite à nous rejoindre pour le cocktail qui va suivre. Merci.